Un avion commercial peut coûter des centaines de millions de dollars, être doté de moteurs de dernière génération, de pilotes formés pendant des années et d'un réseau mondial d'aéroports prêts à les accueillir. Mais il y a quelque chose de bien plus simple qui décide si cet avion décolle ou non, et c'est la disponibilité de carburant à l'aéroport. Et cela, que nous considérons généralement comme acquis, est devenu l'une des grandes préoccupations de l'Europe et du reste du monde pour cette saison. Nous ne parlons pas d'une théorie lointaine ni d'un problème mineur. L'aviation européenne observe de près une crise qui combine géopolitique, pétrole, routes maritimes, raffineries, compagnies aériennes et économie réelle. Au centre de tout cela se trouve un point sur la carte que, bien que de nombreux passagers n'en aient jamais entendu parler, peut directement influencer le prix de leur billet ou même la continuité de leur vol, le détroit d'Ormuz. Dans cette zone circule une part essentielle du pétrole et des produits raffinés qui sortent du golfe Persique, parmi eux le carburant d'aviation. Et l'Europe, qui consomme plus de jet A1 qu'elle n'en produit, dépend des importations pour soutenir une part importante de son activité aérienne. Le problème, c'est qu'avec la crise au Moyen-Orient, les cargaisons de carburant en provenance de cette région vers l'Europe ont été interrompues ou fortement réduites. Et lorsque cela se produit, juste avant l'été, la saison de plus forte demande de l'année, la situation cesse d'être une question de marché énergétique et devient un problème direct pour les compagnies aériennes, ainsi que pour les aéroports et les passagers. Voici une nouvelle qui paraît difficile à comprendre au début. Par exemple, Lufthansa annonce l'annulation d'environ 20 000 vols, tandis que Ryanair, une compagnie low cost, du moins pour l'instant, ne procède pas à une réduction équivalente. La question est donc inévitable. Pourquoi une compagnie aérienne européenne annule-t-elle des milliers de vols alors qu'une low cost résiste mieux? La réponse ne tient pas à une seule cause. Elle réside dans le type de carburant utilisé par les avions, dans la dépendance européenne aux jets A1 importés, dans la rentabilité des vols courts, dans la structure des coûts de chaque compagnie aérienne et dans un outil financier clé, la couverture carburant, connue sous le nom de hedging. Aujourd'hui, nous expliquons pourquoi l'Europe risque de manquer de carburant d'aviation. Pourquoi le détroit d'Ormuz peut-il influencer un vol européen mais pas ceux d'autres continents? Pourquoi les liaisons courtes disparaissent-elles en premier? Et pourquoi Ryanair et Lufthansa réagissent-ils de manière si différente face à une même crise? Un avion qui ne décolle pas n'a pas toujours une panne technique. Parfois, il y a quelque chose de plus important, une chaîne logistique mondiale qui a commencé à se briser à des milliers de kilomètres. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Pour comprendre cette crise, il faut commencer par les bases. Le carburant d'aviation commerciale s'appelle Jet A1 dans la majeure partie du monde ou Jet A aux États-Unis. Ils sont presque identiques, avec une petite différence au niveau du point de congélation. Mais pourquoi ne peut-on pas utiliser un autre type de carburant? Pour bien fonctionner, un moteur à turbine doit respecter une densité énergétique spécifique, un point de congélation inférieur à moins 47 degrés Celsius et une pression de vapeur contrôlée pour éviter l'évaporation en altitude et une pression que évite la formation de depósitos en los inyectores del motor. La question clé ici est, d'où vient le jet A1 utilisé par les aéroports européens? Sur la totalité du kérosène d'aviation, ou jet A1 déjà raffiné, c'est-à-dire prêt à l'emploi, 43% provient du golfe Persique. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït ont construit une industrie de raffinage destinée à approvisionner les compagnies aériennes européennes, et tout ce kérosène doit traverser le monde. C'est important parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un carburant qui brûle. Le jet A1 doit répondre à des conditions très précises. Il doit conserver ses propriétés à des températures extrêmement basses, car un avion de ligne peut voler à plus de 10 000 mètres d'altitude où la température extérieure peut être bien en dessous de 0 degré. Il doit également avoir une densité énergétique adéquate, une stabilité chimique déterminée, une viscosité contrôlée et un comportement sûr. Dentro de los sistemas de combustibles del avión. En d'autres termes, le carburant fait partie de la sécurité du système. On ne peut pas le remplacer par n'importe quel carburant comme l'essence que nous utilisons dans nos voitures ou tout autre dérivé similaire. Un turboréacteur moderne est certifié pour fonctionner avec des carburants très spécifiques et selon des normes très strictes. Ainsi, parler de pénurie de carburant aéronautique ne signifie pas seulement un manque de pétrole. Il peut y avoir du pétrole sans pour autant disposer d'hydrogène. Le jet A1 dans certains aéroports, parce qu'il faut d'abord extraire le brut, ensuite le raffiner, puis le transporter, le stocker, le distribuer, le contrôler et le charger dans l'avion.
Cette chaîne fonctionne tous les jours avec une précision énorme. En temps normal, presque personne ne le remarque, mais lorsqu'une partie de cette chaîne est interrompue, tout le système commence à ressentir de la pression. Voici un point clé. Les aéroports n'ont pas de grandes réserves pour des mois d'opération, seulement des réservoirs. Ils fonctionnent avec un système d'approvisionnement continu. Le carburant arrive, il est stocké, contrôlé et consommé en permanence. Ce n'est évidemment pas un réservoir infini. Cela rend l'aviation particulièrement sensible à une interruption prolongée de l'approvisionnement. Au début, l'impact se fait sentir sur le prix, puis sur la planification, ensuite sur les itinéraires les moins rentables. Et, si la crise persiste, cela peut aboutir à des annulations. Le détroit d'Ormuz est l'un des endroits du monde où la géographie devient un pouvoir stratégique. Il se situe entre l'Iran, Oman, les Émirats arabes unis et relie le golfe Persique à l'océan Indien. Son importance est énorme car une part substantielle du pétrole mondial y transite, ainsi que des produits raffinés comme des carburants prêts à l'emploi, dont le carburant d'aviation qui approvisionne différents marchés, y compris le marché européen. L'Europe a un problème structurel. Elle consomme plus de carburant d'aviation qu'elle n'en produit. Ces raffineries ne suffisent pas à couvrir toute la demande de Jet A1, elle doit donc en importer une part importante. Et ces dernières années, le Moyen-Orient est devenu un fournisseur clé grâce à ses grands complexes de raffinage et à sa capacité à produire des carburants en grand volume. Quand tout marche, le système paraît normal. Les navires quittent le Golfe, empruntent les routes maritimes, atteignent les ports européens, puis le carburant continue vers les aéroports et centres logistiques. Mais si le détroit d'Ormuz devient dangereux, la chaîne se complique immédiatement. L'Europe pourrait se tourner vers les États-Unis, l'Afrique, l'Asie et pourrait aussi ajuster sa production interne. Mais cela prend beaucoup de temps, coûte plus d'argent et ne suffit pas toujours à remplacer les volumes perdus. Et ici, il faut distinguer deux choses, une crise des prix et une crise de disponibilité. Si le carburant devient plus cher, la compagnie aérienne souffre financièrement mais peut continuer à voler si elle en obtient. En revanche, si le carburant n'est pas physiquement disponible là où on en a besoin, la situation change complètement. Il ne s'agit plus de payer plus, mais de choisir quels vols peuvent être opérés ou non. C'est la crainte fondamentale en Europe, une crise d'abord économique qui se transforme en une crise physique d'approvisionnement, précisément pendant la saison de plus forte demande. La date n'est pas un détail anodin, l'été européen est le moment de la plus forte pression pour le système aérien. Il y a plus de passagers, plus de vols, plus de rotation d'avions, plus de correspondances, une forte demande touristique et un besoin accru de carburant. Une compagnie aérienne peut absorber une tension d'approvisionnement en basse saison avec moins d'impact, en réduisant les fréquences, en réorganisant les avions ou en annulant certaines routes moins demandées. Mais en été, la marge est beaucoup plus réduite. Les avions sont souvent pleins, les aéroports proches de leur capacité et les passagers ont déjà réservé leurs vacances, leurs hôtels et leurs correspondances. Et Lufthansa, elle a annoncé la suppression d'environ 20 000 vols court courrier dans son programme d'été. Le chiffre impressionne, mais il faut bien le comprendre. Cela ne signifie pas que cette compagnie va arrêter de voler, ni que son réseau s'effondre. Elle retire de son programme certains vols moins rentables, surtout sur les liaisons courtes ou régionales, pour économiser du carburant, réduire les coûts et préserver les routes clés. Un vol court n'est pas forcément peu coûteux pour une compagnie aérienne. Bien qu'il parcourt une distance plus courte, il implique de nombreux coûts fixes similaires à un vol long courrier. Salaire de l'équipage, taxes aéroportuaires, assistance au sol, maintenance, utilisation des créneaux, embarquement, etc. Le décollage et la montée consomment beaucoup. Sur un vol court, elles représentent une part plus importante du trajet. Lors d'un vol long courrier, l'avion passe de nombreuses heures en croisière, où la consommation par kilomètre peut être bien plus efficace. Ainsi, quand le carburant est très cher, les liaisons courtes sont les premières à subir la pression. Mais chez Lufthansa, il y a un autre facteur, son modèle de réseau. Cette compagnie opère selon un schéma traditionnel de hubs. Ces grands centres, comme Francfort ou Munich en Allemagne, fonctionnent comme des nœuds où arrivent des passagers de nombreuses villes européennes pour se connecter à des vols plus longs. C'est le modèle classique d'une compagnie aérienne traditionnelle connectée de petites villes grâce à un réseau mondial. Le problème, c'est que beaucoup de ces liaisons régionales ne sont pas toujours solides. Elles servent surtout à alimenter les vols plus longs. Si le carburant coûte plus ou devient rare, ces liaisons sont vulnérables.
Alors Lufthansa fait le calcul. Si un vol court est peu rentable, consomme du carburant cher, mobilise un équipage et un avion, et qu'il peut en plus être remplacé par une autre fréquence, un autre hub ou même une connexion terrestre, il vaut peut-être mieux l'annuler. A l'inverse, un vol international rempli avec des voyageurs d'affaires, du fret ou des correspondances internationales est bien plus difficile à modifier. Il génère plus de revenus à une valeur économique supérieure et soutient mieux l'économie du réseau. C'est pourquoi Lufthansa n'annule pas au hasard, elle protège ses opérations et réduit là où l'impact économique du carburant est plus difficile à justifier. Si le carburant touche tout le monde, pourquoi Ryanair ne fait-elle pas une réduction équivalente? La réponse peut se trouver dans son modèle économique. Ryanair ne fonctionne pas comme Lufthansa. Elle ne dépend pas d'un grand réseau de connexions intercontinentales alimenté par des vols régionaux. Son exploitation est principalement de point à point, transportant des passagers entre villes sur des lignes devant être rentables. Cela change toute la logique. Une ligne Lufthansa peut exister car elle alimente un hub, même si sa rentabilité est faible. Une ligne de Ryanair, en revanche, ne survit généralement que si elle génère de l'argent directement. Si elle ne fonctionne pas, elle est supprimée ou remplacée par une autre. Cette flexibilité est un avantage en période de crise. De plus, Ryanair a une structure de coût beaucoup plus légère. Elle fonctionne avec une forte densité de sièges, des escales courtes, une forte utilisation quotidienne de ses avions et une politique de tarifs bas. Plus de revenus additionnels, comme les bagages. Tout cela fait que son coût par siège est très bas et quand le carburant augmente, ce faible coût par siège devient un avantage. En cas de crise, cette défense est essentielle. L'homogénéité de sa flotte aide également. Cette compagnie opère principalement avec des avions Boeing 737, ce qui simplifie sa maintenance, la formation, la planification, les pièces de rechange et les opérations. Une flotte simple n'élimine pas le problème du carburant, mais elle réduit d'autres coûts et permet de réagir avec plus de flexibilité. En revanche, un groupe comme Lufthansa gère une structure beaucoup plus complexe. Différentes compagnies, hubs, types d'avions, vols régionaux ou long courrier, passagers en correspondance, services premium. Cette complexité est avantageuse quand le marché est fort, mais devient un fardeau quand les coûts augmentent. Donc, la différence n'est pas que Ryanair n'a pas besoin de carburant. La différence est que son modèle peut mieux encaisser le choc pendant un certain temps. Mais il y a une limite. Que se passe-t-il avec? Pour expliquer la résilience de certaines compagnies aériennes, il faut évoquer la couverture. La couverture est une protection financière sur le carburant. En gros, la compagnie aérienne fixe à l'avance une partie du prix qu'elle paiera pour le carburant dans les mois à venir. Si le prix augmente, elle est protégée. Si le prix baisse, elle peut finir par payer plus que le marché, mais elle évite une mauvaise surprise. C'est comme une assurance, elle ne prévient pas le problème, mais en limite l'impact financier. Et Ryanair couvre une partie importante de ses besoins en carburant. Certaines compagnies low cost le font aussi de manière très agressive. Ryanair, par exemple, a historiquement utilisé des couvertures importantes pour se protéger contre la hausse du prix du pétrole. Pero este sistema tiene una limitación fundamental. Protege contra el precio, pero no contra... Manque physique de carburant. Si le jet A1 est cher, une couverture peut aider. Mais si celui-ci n'arrive pas à l'aéroport, la couverture ne sert à rien pour effectuer le vol. Si l'on ramène tout cela au niveau du passager, la question est simple. Quel vol pourrait être le plus à risque si la crise se poursuit? Impossible de donner une réponse absolue, car chaque compagnie aérienne a sa propre planification, mais des tendances se dégagent. Les vols court courrier des compagnies traditionnelles sont les plus vulnérables, surtout s'ils ont un faible taux d'occupation ou de nombreuses fréquences quotidiennes. Les liaisons régionales qui alimentent les hubs sont également exposées, car elles peuvent être importantes pour la connectivité, mais faibles d'un point de vue économique. En revanche, les vols long courrier sont mieux protégés, non pas parce qu'ils consomment peu, ils consomment en fait plus, mais car ils rapportent plus, transportent plus de passagers et du fret et sont stratégiques pour les grandes compagnies. Les compagnies low cost peuvent ne mieux résister, surtout si elles ont des coûts bas, des avions pleins et des lignes rentables, mais elles ne sont pas à l'abri. Si la pénurie de carburant s'aggrave, elles devront également choisir quels vols opérer et lesquels annuler. Ce qui est intéressant dans cette crise, c'est qu'elle nous oblige à voir l'aviation telle qu'elle fonctionne réellement. Nous parlons souvent des avions pour leur technologie, moteurs, ailes, matériaux, composites, avionique, autonomie et efficacité, comme toujours sur cette chaîne.
Derrière tout cela se cache une économie concrète. Un avion doit non seulement bien voler, mais aussi être rentable. Le carburant est souvent l'un des plus grands coûts pour une compagnie aérienne. Si le prix augmente beaucoup, toute l'équation change. Si le prix augmente, ce qui était rentable peut ne plus l'être et une fréquence utile devenir inutile. Ce qui était utile sur certaines routes peut être utilisé ailleurs. La partie qui est souvent absente des gros titres, c'est que s'il y a une pénurie physique de carburant dans la logistique, plus personne ne volera. L'aviation n'est pas seulement une industrie d'avions, c'est une industrie où tout se joue sur les marges. El combustible puede decidir quién gana, quién pierde o quién directamente deja. Exploiter une ligne. Mais alors, en conclusion, l'Europe peut-elle manquer de carburant pour avions cet été ? Nous avions vu qu'elle consomme plus de jet iron qu'elle n'en produit car elle dépend des importations. Une part importante de ces importations provient du Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz est en crise, justement au moment où la demande aérienne européenne atteint son point culminant. Lufthansa annule des milliers de vols parce que son réseau comporte de nombreuses liaisons courtes et régionales. Avec le carburant cher, elle perd en rentabilité. La compagnie aérienne protège ses vols les plus importants et réduit là où l'impact économique est le plus fort, même si cela ne nous plaît pas en tant que passagers. Ryanair résiste mieux grâce à un modèle plus simple, flexible et moins coûteux, mais cela ne la met pas à l'abri du risque. Et quand elle devra réduire, elle le fera. La grande leçon de tout cela, c'est que l'aviation moderne peut sembler numérique, globale, automatique. Mais elle dépend toujours de quelque chose de très concret, un carburant spécifique, produit dans des raffineries spécifiques, transporté par des itinéraires spécifiques et chargé dans l'avion quelques heures avant le vol. On n'y pense pas quand cette chaîne fonctionne, mais quand elle est interrompue, les vols sont annulés. Et là, on le remarque. C'est pourquoi, chaque fois que nous voyons des vols annulés, nous devons comprendre ce qu'il y a vraiment derrière, la géopolitique, la chimie, la logistique et l'économie qui agissent ensemble. J'espère que cette vidéo, différente de d'habitude, vous a plu. Je voulais expliquer ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. À la prochaine. De aviación.